grande amplitude sans luxation postérieure des condyles fémoraux. Le roulement intervient en début de flexion, puis progressivement le glissement va apparaître et enfin prédominer sur le roulement lors de la poursuite du mouvement au-delà de 120 degrés. Lors de cette flexion, la mise en tension du LCA est responsable du glissement du condyle fémoral vers l'avant. Par cette action, le LCA protège donc de la subluxation postérieure des condyles fémoraux par rapport aux plateaux tibiaux. Le rôle du LCA est à la fois de permettre une stabilité dans le plan antéro-postérieur, mais aussi d'assurer une stabilité rotatoire. Des études avec des sections successives des deux faisceaux analysent précisément la part de chaque faisceau dans la maîtrise des laxités. Ces études ont démontré que le faisceau postérolatéral est le frein principal de la translation antérieure en extension, alors que le faisceau antéromédial représente le frein quasi exclusif en flexion, et que le faisceau postérolatéral est le plus actif sur le contrôle de la rotation du tibia. Sur le plan anatomopathologique, il existe 4 types de mécanismes. Mécanisme en valgus, flexion, rotation externe. Mécanisme en varus, flexion, rotation interne. Mécanisme en hyper-extension et mécanisme en rotation interne forcée. La rupture du ligament croisé antérieur a des conséquences sur la biomécanique du genou. Premièrement, une perte de contrôle de la translation antérieure du tibia. Deuxièmement, un déplacement du centre instantané de rotation du centre en dedans, ce qui entraîne une augmentation des contraintes médiales qui donneront des lésions cartilagineuses ultérieures. Et enfin, une perte de la synchronisation entre le condyle fémoral latéral et le tibia qui se manifeste cliniquement par le ressaut. L'examen clinique commence par l'interrogatoire qui va rechercher les circonstances de l'accident, une éventuelle prise en charge initiale et des symptômes à la phase chronique. L'examen ligamentaire comprend le test de Lachman, TRILA, c'est le maître symptôme de la rupture du LCA. Il permet d'apprécier l'amplitude du terroir et la qualité de l'arrêt. Ce testing est le plus sensible et le plus spécifique. Le ressaut rotatoire ou pivot shift test est plus difficile à reproduire. Ce testing est moins sensible mais plus spécifique, considéré comme pathognomonique d'une lésion du LCA. Le test de terroir antérieur a une précision diagnostique élevée dans les situations chroniques. La laxité latérale par atteinte du ligament collatéral médial et du ligament collatéral latéral doivent être systématiquement recherchées lors de l'examen clinique par le test de valgus ou test en varus. L'intégrité du ligament croisé postérieur peut être appréciée par l'absence de l'avalement de la tubérosité tibiale antérieure et l'absence du terroir postérieur. Et il est impératif d'exclure les lésions ligamentaires associées avant tout geste chirurgical. Le testing des ménisques permet de rechercher une lésion méniscale. Il comprend le test de McMurray, le grading test d'Apley et le signe de Hodar. Il existe une variété de laximètres qui permettent de mesurer la laxité du genou. L'intérêt de suivre la laximétrie après chirurgie du LCA est de comparer la laxité du genou opéré au côté contralatéral sain. Elle a le potentiel de détecter une anomalie comme le relâchement de la greffe ou une rupture itérative. Les examens complémentaires à demander en première intention, ce sont les radiographies standards qui permettent de rechercher une désinsertion osseuse du LCA au plateau tibial interne, au plancher, une déformation en cupule du plateau tibial interne et une fracture de second. Les radiographies dynamiques permettent de rechercher une subluxation antérieure du tibia sous le fémur. L'IRM permet de confirmer la rupture du LCA. Le plus souvent, il n'est plus visualisé. Il est remplacé par une tuméfaction édémateuse de l'échancrure. Et on peut retrouver également des lésions ostéochondrales qui se manifestent par des contusions osseuses. L'IRM permet également de bien explorer les ligaments périphériques et les ménisques. Le traitement chirurgical nécessite d'avoir tout un équipement dédié à l'arthroscopie. Le but du traitement est de prévenir
et de prévenir les nouveaux épisodes d'instabilité, de préserver le capital méniscal et enfin de retarder la détérioration articulaire. Il existe une variété de techniques en fonction du greffon utilisé. La technique utilisant les tendons de la patte droite, à savoir le droit interne et le demi-tendineux, permet d'obtenir un greffon composé de 4 brins. C'est cette technique qu'on a utilisée dans notre étude. La fixation de la plastie fait appel à des vis d'interférence ou à des ondes-boutons. D'autres techniques utilisent d'autres transplants comme le tendon rotulien, le tendon quadricipital et le fascia lata. La reconstruction intra-articulaire du ligament croisé antérieur vise à reproduire l'anatomie normale du LCA. Sur une vue arthroscopique, différents repères ont été proposés pour retrouver le centre de site d'insertion du LCA, même quand il a totalement disparu. Et des repères ont été également proposés pour retrouver le centre de site d'insertion du LCA sur le fémur. Le ligament croisé antérieur n'est pas un ligament isométrique. En effet, il existe une variation de longueur de ses fibres au cours des mouvements de flexion et extension. Et il est difficile d'obtenir l'isométrie. Lors de la reconstruction du LCA, il est important de bien se positionner sur le site d'insertion du LCA car des variations millimétriques de l'insertion fémorale ont des effets importants sur la tension du greffon. Des plasties extra-articulaires appelées plasties antérossaux ont été proposées pour traiter en association avec les plasties intra-articulaires les lésions du LCA qui s'accompagnent d'une atteinte du ligament antérolatéral. Les lésions méniscales sont importantes à prendre en compte lors de la prise en charge d'une rupture du LCA. On est amené à faire des ménisectomies partielles ou des sutures méniscales, mais la littérature nous incite fortement à proposer une suture méniscale dans le même temps que la reconstruction du LCA. La rupture du ligament croisé antérieur peut être partielle ou complète. Elle peut s'associer à d'autres lésions ligamentaires ou chondroméniscales. Ces observations ont conduit à adapter les traitements aboutissant au concept de chirurgie à la carte en fonction du type de la lésion, de l'âge, du sexe et du niveau sportif et surtout des lésions associées. Après ce passage théorique, nous allons présenter notre série. Nous avons réalisé une étude prospective monocentrique sur 105 patients opérés d'une rupture complète primaire du ligament croisé antérieur sous arthroscopie entre janvier 2015 et juillet 2018. Ce travail a pour objectif l'évaluation fonctionnelle et clinique à moyen terme avec un recul moyen de 24,6 mois. Nos patients ont été sélectionnés selon les critères d'inclusion suivants. Une base de données prospective des ligamentoplasties a été mise en place dans le service. Tous les patients ont été revus en consultation puis contactés pour faire une évaluation fonctionnelle, clinique et radiologique de leurs genoux et notés sur une fiche de révision. Nous avons recueilli des données épidémiologiques, des données sur l'activité sportive et des données sur l'accident. L'évaluation fonctionnelle a été réalisée par 3 scores fonctionnels, le COUS, les KDC et les SHON. Tous nos patients ont été examinés pour évaluer la flexion-extension du genou, le testing ligamentaire, le périmètre de cuisse et l'axe du membre inférieur et la recherche de dysthysie ou de douleur du genou. Les mesures arthrométriques de la laxité ont été réalisées à l'aide de l'arthromètre type roulimètre. La laxité antérieure a été mesurée en millimètres de déplacement du tibia par rapport au fémur pour les 2 genoux, à 30 degrés de flexion en traction maximanuelle. La laxité différentielle a été calculée. Des clichés dynamiques en tiroir antérieur passifs à 20 degrés de flexion des 2 genoux ont été réalisés selon un procédé dérivé de celui de Laura, et la mesure radiographique a été faite sur les 2 compartiments avec calcul du tiroir antérieur, du condyle par rapport au plateau tibial, et la laxité différentielle a été calculée. Le bilan radiologique a permis l'étude du positionnement des tunnels par la mesure de l'angle tibial, l'angle fémoral et la mesure de l'indice d'agressivité fémur dont la normale est entre 60 et 70% et l'indice d'agressivité tibiale dont la normale est entre 25 et 50%.
L'évaluation de l'arthrose est faite selon la classification d'Albach et la classification IKDC. Ces interventions ont été réalisées par le même opérateur et tous les patients ont été revus dans le service entre novembre 2018 et février 2019. La rupture du ligament croisé antérieur touche l'adulte jeune avec un âge moyen de 29 ans. Prédominance du sexe masculin avec 96% des cas. Légère prédominance du genou droit. 47% des patients ont un indice de masse corporelle normal et 45% en surpoids, avec un indice corporel moyen de 25,4 kg par mètre carré. 91% des patients ont une activité intense ou modérée. 87% des patients sont des sportifs. Près de 82% des patients pratiquent une activité de pivot contact. Il s'agit essentiellement de football dans près de 85% des cas. 71% des patients sont classés Tegner 7 selon l'activité sportive et professionnelle. Il s'agit d'un accident sportif dans 74% des cas. Prédominance du mécanisme par valgus, flexion, rotation externe qui représente 71% des cas. Le délai moyen entre traumatisme et chirurgie est de 29 mois. Cependant, 47% des patients ont été opérés dans les 12 premiers mois. 58% des patients ont une activité sans pivot et 37% ne pratiquent aucune activité sportive suite à leur accident. Le Lachman a été retrouvé arrêt dur retardé dans 38% et arrêt mou près de 62%. Le ressaut amorcé retrouvé dans 39% des cas et le ressaut franc dans 58% des cas. Le tiroir antérieur, une croix retrouvée dans 42% des cas et deux croix dans 39% des cas. Pour le score EKDC radiologique, 76% des cas sont classés EKDC A et 3,8 EKDC C. Pour l'EKDC global préopératoire, on retrouve 59% des patients classés EKDC C et 38% EKDC D. Nous allons vous décrire la technique opératoire. Alors, on pratique un examen clinique sous anesthésie qui consiste à la manœuvre de Lachman, le tiroir antérieur et le ressaut pour apprécier le degré de l'instabilité. Par un mini-abord de 2 cm, légèrement oblique, on procède au prélèvement des tendons. On utilise un stripper ouvert dans lequel on prélève le droit interne, ensuite le demi-tendineux. On débarrasse des tendons des fibres musculaires restantes à l'aide d'un ciseau. Un transplant à 4 brins est réalisé en pliant les 2 tendons. Les extrémités de la plastie sont faufilées avec du fil résorbable qui sert de tracteur. Et on laisse en traction continue sur un ancillaire spécifique. On aborde ensuite le temps arthroscopique par 2 voies d'abord, une voie antéro-externe réservée à l'optique et une voie d'abord antéro-interne pour l'instrumentation. Et on explore donc le compartiment interne en réalisant un valgus forcé. Ensuite, le compartiment externe est exploré par la manœuvre de cabote. La préparation de l'échancrure ainsi que la résection des vestiges du LCA est faite au couteau de Chever. Elle permet une bonne visualisation des repères anatomiques pour la réalisation des tunnels osseux. Le genou. On revient.
Genou fléchi, donc à 120 degrés, on réalise un tunnel fémoral, borne de 35 mm. Après avoir repéré le site d'insertion fémorale du LCA, ensuite, donc, on repère le point de sortie intra-articulaire du tunnel tibial. Une broche guide est alors mise en place. Ensuite, le tunnel tibial est creusé à l'aide d'une mèche perforée guidée par la broche. Ensuite, donc, on fera passer la plastie par le tunnel tibial jusqu'au tunnel fémoral. La fixation fémorale est assurée par une vis d'interférence à filetage mousse. On réalise un cyclage du transplant. Ensuite, on fixe au niveau tibial par une vis d'interférence. Un contrôle articulaire est nécessaire en fin d'intervention. Des radiographies donc, de contrôle de face et de profil sont réalisées à la fin d'intervention. Donc, en père opératoire, nous avons retrouvé 48 cas de moignons de LCA au plancher et 40 cas de LCA en nourrice sur LCP. Des lésions cartilagineuses à des stades différents sont retrouvées chez certains patients. La lésion méniscale est retrouvée dans 62% des cas. La suture méniscale a été réalisée dans 12% des cas et une ménisectomie dans 64% des cas pour le ménisque médial et 23% pour le ménisque latéral. L'évaluation fonctionnelle par le questionnaire COUS retrouve des valeurs satisfaisantes et l'évaluation par l'IKDC retrouve 82% et l'ICHUM 92%. Sur les 92 patients sportifs, 83 ont repris leur activité sportive, 9 non. Parmi les patients qui ont repris leur activité sportive, on a remarqué qu'il y a un transfert vers un sport sans pivot. Le Tegner avant chirurgie était de 6,5 et après chirurgie 5,7 avec un différentiel de moins 0,8, ce qui est satisfaisant. 14 patients ont présenté une hypoesthésie de la face interne de la jambe, dont la plupart ont récupéré la sensibilité normale au dernier recul. 8 patients ont présenté des douleurs du genou en rapport avec lésion méniscale ou début d'arthrose, et 2 patients avec sensation de crampe à la cuisse. Le ressaut amorcé est retrouvé dans 14% des cas et le ressaut franc dans un cas en rapport avec une rupture de la ligamentoplastie suite à un nouveau traumatisme. Selon la laxité résiduelle différentielle, 70% des patients sont classés A et un cas classé EKDCC. L'indice d'agilité fémur est de 68%. Pour rappel, la valeur normale est entre 60 et 70. Et l'indice d'agilité tibiale est de 25% et la valeur normale est de entre 25 et 50%. L'angle fémoral est de 45 et l'angle tibial est de 71 degrés. Selon l'IKDC radiologique, 69 patients sont classés EKDC-A et 4 EKDC-C. 4 patients classés ALBAC 1. La mesure de la pente tibiale retrouve une moyenne de 9,83 degrés. Selon l'IKDC global, 46% des patients sont classés EKDC-A et 45% classés EKDC-B, ce qui représente 92% des cas de bons résultats et très bons résultats. L'analyse des résultats a permis l'étude des corrélations entre les différents paramètres. Premièrement, l'influence de l'âge sur la laxité. Pas de lien significatif entre laxité et l'âge. P est égal à 0,24. L'influence de la position des tunnels sur la laxité différentielle est significative. P est égal à 0,004. Plus le tunnel fémoral est antérieur, plus il existe une laxité résiduelle importante. Cette relation devient significative en particulier pour un indice d'agilité fémur inférieur à 50%. L'influence de la laxité sur la reprise du sport chez les sportifs.
Nous avons pris comme seuil une différence de 3 mm au rôle-limiteur. Il y a une corrélation entre la laxité et la reprise du sport. P est égal à 0,002. L'influence de l'âge sur les lésions méniscales. Pour le ménisque médial, l'âge moyen dans le groupe intact est de 28 ans et l'âge moyen dans le groupe lésion est de 30 ans. Donc l'âge est associé à l'existence d'une lésion méniscale médiale. Pour le ménisque latéral, les lésions méniscales latérales surviennent chez les sujets jeunes, avec un âge moyen de 25 ans, en rapport avec le traumatisme initial et n'évoluent pas dans le temps. Le délai accident-chirurgie est corrélé à l'existence d'une lésion méniscale médiale. P est égal à 0,001. Les lésions méniscales médiales augmentent avec le délai accident-chirurgie. Pas de différence significative concernant le délai accident-chirurgie pour les lésions méniscales latérales. P est égal à 0,55. L'incidence des lésions méniscales latérales est stable, donc elle n'évolue pas dans le temps. La présence d'une lésion méniscale médiale initiale est associée à l'existence d'une lésion cartilagineuse initiale dans près de 20% des cas. Et il existe plus de 10% d'arthrose sur ménisectomie. P est égal à 0,47. Et cependant, le recul dans notre série est de 24,6 mois. Cependant, ce recul est faible pour mieux apprécier l'évolution arthrosique suite à une ménisectomie. Les complications péropératoires, on déplore un cas de rupture de la paroi postérieure du tunnel fémoral, ce qui a nécessité de refaire un autre tunnel fémoral. Un cas de rupture de matériel en intra-articulaire. Pour les complications post-opératoires précoces, nous déplorons 2 complications septiques superficielles qui ont nécessité donc une révision précoce au bloc opératoire avec une double antibiothérapie. L'évolution s'est faite vers l'amélioration et la récupération fonctionnelle malgré le retard de la rééducation. Pour les complications tardives, 2 patients n'ont pas suivi leur protocole de rééducation fonctionnelle correctement, ayant pour conséquence un retard de la récupération de la flexion complète. Et enfin, 2 patients ont présenté une ablation de vis d'interférence après la période de ligamentisation. L'analyse des moins bons résultats, donc il y a 8 résultats médiocres, 3 patients donc avec une arthrose côté EKDCC mais avec des amplitudes normales, 2 patients avec déficit de flexion, l'un de 20 degrés et l'autre de 25 degrés par manque de rééducation. Un patient a présenté un déficit d'extension de 10 degrés malgré une rééducation correcte. Un patient avec un déficit de flexion et un déficit d'extension sur une algodystrophie associée à une arthrose côté EKDCC. Et enfin, un patient par rupture du transplant suite à un nouveau traumatisme sur le genou opéré survenu à 10 mois de recul de sa ligamentoplastie avec une laxité résiduelle différentielle de 8 mm. Entre l'intervention initiale et le délai de revue, certains ont nécessité une nouvelle intervention, une suture du ménisque externe, une ménisectomie partielle du ménisque interne et 2 nettoyages pour sepsie superficielle. Le patient qui a présenté une rupture de la plastie sera programmé prochainement pour une nouvelle ligamentoplastie. Alors, discussion, l'évaluation fonctionnelle d'abord. D'abord, le COUS, nos valeurs sont très proches des études d'Aglieti et celles de Granan et de Bédin, donc effectuées avec 3 transplants différents sur 98 patients. Nos résultats apparaissent également satisfaisants sur le score EKDC subjectif par rapport à la littérature avec, dans notre étude, une moyenne de 82. Pisarski a retrouvé les mêmes résultats et Sajovic a retrouvé donc 100% sur 27 patients
et Agliti a retrouvé 75 en 2007 et 78 en 2010. Nos résultats apparaissent également satisfaisants pour le score Lechoun par rapport à la littérature avec une moyenne de 92. Janssen et Sajovic ont retrouvé un score de 95 et Leys a retrouvé donc un score de 93. La différence d'activité Tegner, préopératoire et postopératoire dans notre étude est similaire à la littérature. Dans notre étude, elle est de 0,8. Même résultat pour Bédin sur les 98 patients opérés selon les 3 techniques, moins 1 pour Geiger, ainsi que Oxman et Johnson. Par contre, NEDEF a retrouvé moins 1,2 sur une étude, une méta-analyse de 1466 patients avec la technique du tendon patellaire. Dans notre étude, 92 patients sont classés KDC-A ou B et sont comparables aux résultats de Hulé au symposium de 2014 de la SOFCOT avec 88% de bons résultats. Ils sont également comparables à l'étude de Trichine avec 83% de bons résultats. Ces chiffres sont également comparables aux études donc, réalisées sur l'ischio-jambier de Malitis 92, Roux 89%. Ils sont également comparables aux techniques utilisant le fascialata, donc 92% pour Gergensen et 87% pour Bédin et 98% pour Oxman. Nos résultats sont aussi comparables pour les techniques utilisant la plastie au tendon patellaire. Donc, Malitis a retrouvé 91 et Roux a retrouvé 85%. Nous avons retrouvé dans cette étude une laxité différentielle résiduelle moyenne de 1,9 mm. Nos résultats se rapprochent de Schlaterer qui a retrouvé donc une laxité différentielle moyenne de 1,86. Bédin a retrouvé sur les 3 techniques donc 2 mm pour le fascialata, 1,8 mm pour ischio-jambier et 1 mm pour tendon patellaire. Case a retrouvé 1,8 mm pour le tendon patellaire et 2 mm pour ischio-jambier. Enfin, Hulé a retrouvé au symposium de 2014 une moyenne de 1,4 mm dans une étude randomisée utilisant le tendon patellaire et ischio-jambier avec un recul de 10 ans. Dans ce travail, nous avons retrouvé 65 lésions méniscales sur 105 genoux opérés, ce qui est comparable avec la littérature, avec une prédominance des lésions du ménisque interne. On a constaté que les lésions méniscales médiales augmentent avec le délai accident-chirurgie et que l'incidence des lésions méniscales latérales est stable et fréquente chez les sujets jeunes. Gadin et Hall ont retrouvé les mêmes résultats en 2006. Ils ont conclu que les lésions du ménisque médial augmentent avec le temps et l'âge du patient, confirmant le rôle important du ménisque médial comme frein secondaire à la translation antérieure du genou. Dans notre étude, nous avons trouvé un indice d'agilité fémorale moyenne sur les radiographies de profil de 68%. Musal ont retrouvé donc 72,5%, Lee 65% et Furionza 60%. Pour l'indice d'agilité tibiale, on a retrouvé 25%. Donc, c'est le même résultat pour Jepsen et Furionza, donc 25%. Lee a retrouvé 33,5% et agilité 40%. Alors, les recommandations, donc, le but de la reconstruction du LCA est de prévenir ou supprimer l'instabilité fonctionnelle et de limiter le risque de lésion méniscale secondaire. Et lorsque le ligament croisé antérieur est reconstruit devant une lésion méniscale associée, on opte chaque fois que possible pour une méthode conservatrice méniscale. La ligamentoplastie est préférentiellement réalisée par arthroscopie compte tenu du bilan complet de l'articulation, de la plus grande rapidité des suites opératoires, de la diminution de la morbidité et enfin de la rapidité des récupérations.
La ligamentoplastie aux ischio-jambiers présente moins de morbidité sur la mobilité et la douleur du genou et autant de bons résultats sur la laxité. Pour cela, elle est de plus en plus utilisée et devient la technique préférée de beaucoup de chirurgiens. En conclusion, les résultats subjectifs sont comparables avec les séries de la littérature. La reprise du sport après la ligamentoplastie a été effective chez 90% des patients. 92% des patients sont classés EKDC A ou B, soit très bons et bons résultats. Le positionnement du tunnel fémoral selon les critères d'Aglietti reste primordial. Un indice supérieur à 60% reste un gage de bons résultats. Donc voici quelques exemples de patients en appui monopodal, genou fléchi pour apprécier la stabilité du genou. D'autres exemples. Là, des patients donc, avec un saut monopodal pour apprécier donc, la stabilité du genou. Plusieurs équilibres. Très bien. Donc, ici, 2 patients qui pratiquent le foot dans des clubs ont repris leur activité sportive à 27 mois de recul. Ici, c'est une patiente qui pratique le karaté, a repris ses activités de compétition à 15 mois de recul. Ici, Vas-y. Donc ici, un patient qui pratique le handball a repris ses entraînements à 18 mois de recul. Là, il est en 18 mois de recul. Et enfin, donc, un patient qui pratique le football a repris des compétitions sportives et actuellement, il est à 37 mois de recul. Et je vous remercie.